L'heure d'un nouveau journal, soyez les bienvenus. Il est estimé à plus de 15 000 milliards de francs CFA. Le budget de Côte d'Ivoire doit être adopté par l'Assemblée nationale ivoirienne. Mais avant, chaque ministre devra passer à l'hémicycle pour présenter le budget alloué au fonctionnement de son ministère. L'examen du projet de budget de l'État a débuté ce lundi. À Bakou, en Azerbaïdjan, les ministres africains se réunissent pour parler d'une même voix sur la question du financement et à l'adaptation des effets néfastes des changements climatiques. La conférence ministérielle africaine pense que les pays développés devraient mobiliser les financements nécessaires pour permettre à l'Afrique de construire sa résilience climatique. Et puis une signature qui acte le retour à la maison du tambour parleur, le Djidji Ayokwe du peuple Latchan, bientôt sur les bords de la lagune Ébrié, après sa confiscation en 1916 par la colonie française. La ministre de la Culture, Françoise Remarque, et son homologue française, Rachida Dati, ont signé une convention ce lundi à Paris. Bonsoir à tous. Je le disais à l'instant, pour que le budget de Côte d'Ivoire, qui est estimé à plus de 15 000 milliards de francs CFA, soit adopté, les ministres devront passer à l'hémicycle pour présenter le budget alloué au fonctionnement de leur ministère. L'examen du projet de budget de l'État a débuté ce lundi par le ministre des Affaires étrangères, Léon Kakou-Adom. On voit cela avec Konaté Moussa. Le budget de l'État pour l'année 2025 est fixé à plus de 15 339 milliards de francs CFA. Le ministre des Finances et du Budget présente le projet aux députés. Le budget de l'année 2025 s'équilibre en ressources et en charges à 15 339,2 milliards de francs CFA. Il s'accroît d'un taux de 11,8% par rapport au budget voté en 2024. Après la présentation du montant global, chaque membre du gouvernement va exposer sur le budget de son ministère. Nous avons basculé d'un mode de budget de moyens au mode budget programme aujourd'hui. Donc tous les ministres sont obligés de venir défendre leurs programmes devant la Commission des affaires économiques et financières. Le premier soumis à l'exercice, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Léon Kakou-Adom, obtient le quitus des députés pour un montant de plus de 146,936 milliards de francs CFA et plus de 4,775 milliards de francs CFA pour le ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères. C'était des discussions fraternelles, faites de compréhension mutuelle. Fin de compte, notre budget a heureusement été approuvé à 100% des votants, à l'unanimité des votants. Je voudrais m'en réjouir au nom du gouvernement et remercier les honorables députés. Ouvert ce lundi, l'examen du budget de l'État pour l'année 2025 avec le passage des différents membres du gouvernement est prévu prendre fin le 21 novembre prochain. Et puis la présidente du Conseil constitutionnel, Chantal Nanaba Camara, a pris part au 7e congrès des juridictions constitutionnelles africaines au Zimbabwe autour du thème « La dignité humaine comme valeur et principe fondateur, une source d'interprétation constitutionnelle de protection et d'application des droits fondamentaux de l'homme ». Le congrès a vu l'élection de la Côte d'Ivoire en qualité de membre du bureau exécutif du CICA pour la période 2024-2026 en tant que représentant de la sous-région ouest-africaine. Un autre titre à développer en marge du sommet sur le climat à Bakou en Azerbaïdjan. Les ministres africains se réunissent pour parler d'une même voix sur la question du financement et l'adaptation des effets néfastes des changements climatiques. La conférence ministérielle africaine pense que les pays développés devraient mobiliser les financements. Grâce Kando, Adam Sangari. Le groupe des négociateurs africains pour le climat fait le point des discussions aux ministres africains de l'environnement et aux organisations partenaires à mi-parcours des travaux de la COP29 à Bakou. Les échanges portent notamment sur la finance climat, les pertes et dommages, l'adaptation et l'atténuation. Objectif, faire en sorte que les évaluations climatiques reflètent les besoins de l'Afrique. Les avancées ont été observées sur les points de renforcement de capacité, les points d'agriculture. On a besoin d'une finance qui soit fournie de la part des pays développés qui répondent aux besoins. Un chiffre qui permette de bien comprendre ce qui est nécessaire pour aboutir aux objectifs africains. La voix de l'Afrique compte et c'est le plus important. La question du crédit carbone, il y a déjà une avancée. Il va falloir pour chaque pays de faire des réglementations et de travailler beaucoup sur les prix
de tonnes de carbone. Cela va permettre d'optimiser ce que nous avons comme ressources forestières pour vendre au niveau de l'international. Le ministre ivoirien de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaoré Conan, s'est fait représenter à cette conférence ministérielle par son conseiller technique chargé des questions environnementales. L'Afrique doit nécessairement parler en matière de finances d'une seule voix, de sorte à pouvoir mettre la pression sur les pays développés, à pouvoir financer l'impact climatique. Autrement dit, financer l'adaptation, permettre aux pays sous-développés qui ne sont pas responsables des émissions de gaz à effet de serre, mais qui en subissent énormément les conséquences, de disposer des moyens nécessaires en vue de construire leur résilience climatique. En vue de poursuivre les discussions, la prochaine rencontre des ministres africains de l'environnement est prévue se tenir en Libye. Retour en Côte d'Ivoire. À quoi va ressembler le métro d'Abidjan? Une maquette de ce train a été présentée au ministre des Transports, Amadou Koné, qui a validé la charte graphique. Dangui. Voici ce à quoi va ressembler le métro d'Abidjan fin 2027. Ces premières images de ce train, dont la construction se déroule bien selon l'entreprise qui en a la charge, ont été présentées au ministre des Transports pour validation. Un certain nombre de couleurs ont été définies qui représentent effectivement la Côte d'Ivoire. Le type de peinture, il y a des peintures poudre et des peintures à l'eau. Et donc ces deux types de peintures peuvent avoir un rendu différent sur les pièces. Et donc c'est pour ça qu'il est important de valider ces pièces-là pour avoir le rendu définitif que vous aurez sur le métro grâce à ces échantillons. Une partie des échantillons restera en Côte d'Ivoire et fera preuve de ce qui a effectivement été signé et ce qui a été alloué. Et une autre partie repartira en Europe dans le cadre de la construction où nous allons libérer ces échantillons auprès de nos partenaires et fournisseurs de manière à s'assurer que c'est bien cette teinte-là qu'il faut respecter et ce sera le garant de la qualité du produit qui sera fini. Après s'être assuré que toutes les exigences du gouvernement sont prises en compte, Amadou Koné a validé la charte graphique du métro d'Abidjan. Une maquette de ce train reproduite à une échelle de 1/25e lui a été présentée. Donc nous sommes aujourd'hui à l'étape où nous avons donc validé les différents échantillons représentatifs du métro qui sera construit et qui roulera dans les prochaines années ici à Abidjan. La ligne 1 du métro d'Abidjan fait 37 km et devrait entrer en service début 2028 pour transporter environ 540 000 à 1 million de passagers par jour. Et nous on prend la direction de Toumoudi où les lampions se sont éteints sur la 2e édition du Nzraman Festival du district autonome des Lacs. Un rendez-vous annuel pour la promotion du potentiel économique local. C'est le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, parrain de ce festival qui a clôturé cette 2e édition. Kader Sogodogo. Fin à Toumoudi de la 2e édition du Nzraman Festival du district autonome des Lacs. Ce cadre de valorisation du potentiel économique, notamment agricole, touristique et culturel des régions du Bélier, du Nzi et de l'Ufou, a été conçu et mis en œuvre par la ministre-gouverneur Raymond Goudou Kofi. Son thème, de la production à la transformation de nos produits agro-pastoraux. Parrain de l'événement, le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, présent pour la cérémonie de clôture, avec à ses côtés l'inspecteur général d'État, Awandoli Théophile, et Kabaniale, ministre de l'économie, du plan et du développement. Un rendez-vous qui aura tenu toutes ses promesses. Nous avons bien vu que nous avons des potentialités, aussi bien dans le domaine agricole que dans le domaine pastoral. Selon la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que nous ayons nous aussi, comme au Nigeria, nos champions. Plusieurs prix ont été décernés. Le parrain du festival, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, se réjouit de l'initiative et félicite les organisateurs. Le Nzraman Festival a tenu toutes ses promesses en mettant en lumière l'importance de l'agriculture et de l'élevage dans notre économie. Grâce aux efforts du chef de l'État et au gouvernement successif, 3 régions du district autonome des Lacs, à savoir le Bélier, le Nzi et l'Ifou, accueillent différentes filières agricoles, contribuant ainsi à leur développement. Cette 2e édition du Nzraman Festival du district autonome des Lacs s'est achevée par une visite du parc animalier.
On part en France avec cette signature qui acte le retour à la maison du tambour parleur, le Djidji Ayokwe du peuple Achan, bientôt sur les bords de la lagune Ébrié, après sa confiscation en 1916 par la colonie française. La ministre de la Culture, Françoise Remarque, et son homologue française, Rachida Dati, ont signé une convention ce lundi à Paris. On voit les détails avec Khalil Diomandé. C'est un pas majeur que viennent de poser à Paris la ministre de la Culture Françoise Remarque et son homologue française Rachida Dati avec la signature d'une convention de dépôt pour la restitution du tambour parleur Djidji Ayokwe. Ce patrimoine culturel cher à la Côte d'Ivoire, confisqué par l'armée française il y a exactement 108 ans, retrouvera bientôt ses terres d'origine. Et pour donner un coup d'accélérateur au partenariat franco-ivoirien, les deux pays signent par la même occasion un accord de coopération patrimoniale et muséale. En signant ensemble aujourd'hui la convention de dépôt de ce bien culturel au sein du Musée des civilisations de Côte d'Ivoire, nous disposons désormais de ce cadre pour préparer son transport dans les tout prochains mois. Nous avons choisi une approche pragmatique et c'est la seule qui permette de respecter finalement les engagements de la France vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Nous avons écrit et déposé une proposition de loi qui a été co-signée par plusieurs sénateurs et la proposition de loi, une fois qu'elle sera votée par nos deux assemblées, permettra la restitution définitive et la sécurisation juridique du tambour. C'est donc deux démarches complémentaires. Cette signature est enfin une illustration forte de l'étroitesse de la relation que nous entretenons avec la Côte d'Ivoire. Vous pouvez compter sur ma mobilisation et mon engagement pour continuer à développer notre relation dans tous ses aspects, alors que nous avons encore tout à faire pour la jeunesse en matière économique ou de francophonie. Le mythique tambour Achan Djidji Ayokwe, conservé actuellement au musée du Quai Branly, fait partie des 148 œuvres d'art réclamées par le gouvernement ivoirien à travers une demande officielle faite en août 2019. La ministre Françoise Remarque ne cache pas sa fierté de voir cette négociation de longue haleine porter ses fruits. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde gratitude et ma reconnaissance au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Ce contrat de dépôt permet de dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous pouvons enfin ramener notre tambour parleur, le Djidji Ayokwe, auprès de ces communautés. Ce que l'on peut aussi noter, c'est que nous pouvons bénéficier d'un prêt d'une durée de 5 ans qui nous permet d'enclencher la restitution et le retour du tambour à Abidjan, au Musée des civilisations. En marge de cette rencontre, la ministre Françoise Remarque s'est rendue à la maison de la Convention pour un tête-à-tête avec Tani Mohamed Solihi, nouveau secrétaire d'État chargé de la francophonie et des partenariats internationaux. Au cœur de leur discussion, le raffermissement de la coopération dans le domaine culturel. Ce mardi 19 novembre, Françoise Remarque prendra part à l'édition 2024 du rendez-vous économique et commercial Ambition Africa. On a aussi parlé d'économie au récent forum de la diaspora à Yamoussoukro avec la diaspora ivoirienne. Il a également été question d'industrie culturelle et de sport. Comment booster ces secteurs? Kader Sogodogo. Industrie culturelle, sport et diaspora. Objet d'un panel au forum de la diaspora ivoirienne qui s'est tenu à Yamoussoukro. Des opportunités d'affaires et d'investissement disponibles. On est chanceux, comme je le disais tantôt, d'être dans un cadre de risque systémique très réduit parce qu'on a des gouvernants assez éclairés qui ont pu mettre en place plusieurs structures donc, pour nous permettre d'avoir un cadre macroéconomique, un cadre également microéconomique assaini qui nous permet donc de faire donc, ces investissements-là. Salif Traoré dit à Salfo, le Gao magicien, ou encore l'ex-footballeur international Didier Drogba, invitent la diaspora ivoirienne à soutenir l'industrie culturelle et le sport en y investissant pour un développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. Je trouve aussi que la diaspora est un pilier économique pour notre pays. Donc il était question pour nous de venir expliquer à cette diaspora-là toutes les opportunités qui s'y présentent. Parce que moi aussi j'ai fait partie de cette diaspora pendant 20 années et avec mon groupe Magic System, nous sommes rentrés pour investir dans les industries culturelles et créatives. Donc il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent à cette diaspora
Et il était question que nous venions les rassurer. Françoise Rémac, ministre de la Culture et de la Francophonie, rassure quant à l'engagement du gouvernement à accompagner les Ivoiriens de l'extérieur porteurs de projets. Le pays a besoin de vous, de vos savoir-faire, de vos compétences pour poursuivre son développement sous le leadership du président de la République. Ensemble, faisons de la Côte d'Ivoire un modèle en matière de diplomatie culturelle, de développement sportif, d'inclusion de notre diaspora. Ensemble, construisons un avenir où nos jeunes pourront rêver de créer, entreprendre et exceller au bénéfice de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Le forum de la diaspora ivoirienne a été initié par le Sénat et sa présidente Kandia Kamisoko Kamara, co-organisé avec le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Voilà, la Côte d'Ivoire, un pays où il fait bon vivre. C'est ce que les responsables du ministère du Tourisme sont allés démontrer aux États-Unis. La promotion de la destination Côte d'Ivoire et l'intégration des sites touristiques de notre pays dans les catalogues des plus grands tours opérateurs américains. Voilà l'objectif de la première édition de la journée Sublime Côte d'Ivoire aux États-Unis. Michel Digri. Sublime Côte d'Ivoire, terre d'espérance et d'hospitalité, mais surtout plaque tournante des affaires dans la sous-région. C'est ce géant d'Afrique dans plusieurs domaines qui a été présenté aux hommes d'affaires américains. C'était un grand événement. Toutes les opportunités d'affaires dans le tourisme et dans l'économie nous ont été présentées. Disons, bonne chance à la Côte d'Ivoire. Pour Mariam Ouattara, directrice du bureau du tourisme à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington, le pays regorge de plusieurs trésors naturels, culturels et historiques qui méritent d'être visités. Il y a des contacts que nous avons créés aujourd'hui. Nous allons essayer de travailler sur ces contacts pour pouvoir arriver, aboutir à la signature des contrats entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Ces genres d'activités sont menées pour attirer non seulement des touristes visiteurs vers la Côte d'Ivoire, mais également pour inciter des investisseurs dans le domaine du tourisme pour que ces derniers viennent investir en Côte d'Ivoire. Nous avons présenté la Côte d'Ivoire comme étant un pays prêt à accueillir, n'est-ce pas, les investissements américains en Côte d'Ivoire dans la sécurité et dans la paix. Le programme Sublime Côte d'Ivoire se traduit aussi par le déploiement d'une stratégie conçue autour du développement d'infrastructures, de même que par la promotion de la durabilité environnementale en Côte d'Ivoire. Autre volet de l'actualité, c'est un programme qui vise à accélérer l'amélioration des systèmes éducatifs pour obtenir de meilleurs résultats en matière d'apprentissage. La Côte d'Ivoire fait partie des 12 pays retenus pour bénéficier du programme Accélérateur 2.0 de la Banque mondiale. Ce choix repose sur les réformes majeures entreprises. C'est ce que nous apprend Sephora Zegui. La Côte d'Ivoire figure parmi les 12 pays sélectionnés pour bénéficier du programme Accélérateur 2.0 de la Banque mondiale. C'était lors de la conférence internationale sur les apprentissages à Kigali au Rwanda. Un choix justifié par les réformes engagées dans le secteur éducatif et les progrès réalisés ces dernières années. Nous venons de lancer officiellement la stratégie nationale de digitalisation 2024-2028. C'est une stratégie qui vise à transformer le système éducatif ivoirien par l'intégration de technologies numériques. Nous avons un besoin de 364 millions de dollars et c'est structuré autour de 3 piliers. Le premier, c'est l'accès équitable aux technologies avec le déploiement d'infrastructures de contenu adaptées. Le second, c'est la transformation organisationnelle. Et le troisième et dernier pilier, c'est le développement des compétences numériques à travers la formation des apprenants, des enseignants, des encadreurs, des administrateurs et également des parents d'élèves. De façon pratique, le pays recevra un appui technique pour renforcer le programme national d'amélioration des premiers apprentissages scolaires afin de mieux accompagner les enseignants et les élèves dans leurs apprentissages fondamentaux. Outre la Côte d'Ivoire, d'autres pays comme le Ghana, le Sénégal, la Tanzanie et le Libéria bénéficieront également de ce programme qui inclut des subventions et un soutien technique pour accompagner les réformes éducatives dans ces pays. Une initiative qui promet de renforcer les capacités éducatives des pays concernés pour un avenir meilleur et plus prospère pour les générations à venir.
Et après l'école, l'emploi, c'est une préoccupation pour de nombreux jeunes, d'où la première journée du partenariat et de l'insertion professionnelle. Un événement majeur pour discuter des opportunités de carrière et des enjeux de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Sur place, des diplômés ont pu échanger avec des entreprises chinoises et ivoiriennes. Retrouvons Sephora Zegui et Jacob Akinibois à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ouvrir des pistes de réflexion sur la place des jeunes diplômés dans l'économie nationale et internationale, mais également leur permettre de décrocher un emploi. Voici l'objectif de la journée du partenariat et de l'insertion professionnelle. On s'est rendu compte qu'après que les étudiants soient diplômés, qu'il y avait un problème d'insertion professionnelle qui peut des fois prendre du temps. Et c'est cet accompagnement-là qu'on a commencé à mettre en œuvre. Les jeunes diplômés ont eu l'occasion de participer à des simulations d'entretien d'embauche. C'est une très bonne initiative parce qu'à défaut de voyager et d'aller travailler à l'extérieur, tu as la possibilité plutôt de travailler ici et puis d'acquérir de l'expérience peut-être de ce qu'ils ont là-bas. Aujourd'hui, la plupart des membres de la Chambre de commerce des entreprises chinoises sont venus à cette activité. Elle propose des postes attractifs aux talents ivoiriens. J'espère que vous, les jeunes Ivoiriens ici présents, peuvent saisir cette opportunité et montrer vos performances pour trouver des emplois satisfaisants. Cet événement est un exemple concret de l'engagement des partenaires dans le développement des compétences et l'insertion professionnelle des jeunes. Un pas de plus vers un avenir où les opportunités seront de plus en plus accessibles pour les générations à venir. Ça pose un véritable défi et ça donne tout le sens aux réformes que vous êtes en train de faire. Donc comment faire en sorte que nous ayons un système d'enseignement supérieur qui forme des diplômés, mais des formations en adéquation avec les besoins du secteur productif, notamment les entreprises. Et le fait de mettre les entreprises au cœur de la stratégie et les associer à la base, pour nous, c'est extrêmement important. Alors aujourd'hui, vous voyez que nous nous retrouvons avec une vingtaine d'entreprises chinoises qui viennent entrer en interaction avec l'université Félix Houphouët-Boigny à travers l'UFR Sciences des structures de la matière et des technologies. Et vraiment, comme je l'ai dit, cette journée à saluer dans la mesure où, premièrement, ça permet à l'université de montrer au monde de l'entreprise le profil de formation des apprenants qui sortent de notre dispositif. Et deuxièmement, ça permet également à ces entreprises de montrer au monde de la formation ce que ce monde du moins de l'entreprise a en termes d'opportunités d'emploi ou à tout le moins de stage. Au programme, des sessions de mentorat avec des professionnels et des experts venus de divers horizons. Les étudiants ont ainsi eu l'occasion d'échanger sur les compétences attendues par les recruteurs, mais aussi de découvrir des opportunités de formation et de mobilité internationale. Et puis, cette découverte, c'est l'un des visages de cette jeunesse ivoirienne qui se distingue par son attachement aux valeurs d'union, de discipline et de travail. Awa Diallo, la trentaine révolue, est depuis plus d'une dizaine d'années maintenant à la tête d'un commerce de lingerie, très souvent sollicité par des jeunes gens et des femmes issues de milieux défavorisés. L'entrepreneur a mis en place un système de financement particulier pour aider ces personnes à s'émanciper. Awa Diallo, un visage de la Côte d'Ivoire solidaire, sujet signé Alexis Ouedraogo, Anel de Crisa, Aziz Kaniyou. Cet après-midi, aidée de ses assistantes, Awa Diallo prépare d'importantes commandes. Mais elle n'a pas demandé collant. Ces colis iront vers des villes de l'intérieur, mais aussi à l'étranger. Ernestine, le colis de Cameroun, là, tu as fait. C'est son carton qu'elle a. Sage-femme de formation, Awa a pris le pari il y a quelques années de se lancer à plein temps dans sa passion, la vente de lingerie fine, élargie aux vêtements pour enfants. J'avais des problèmes à trouver de la lingerie de qualité moins chère. Donc j'ai commencé à importer. Et puis je me suis rendu compte que beaucoup de personnes avaient le même besoin de lingerie de qualité. Et puis l'accessibilité, c'est vrai, mais le coût aussi, c'était un vrai phénomène. Il fallait aussi avoir la disponibilité sur place pour ne pas attendre toujours les commandes. Parfois, quand tu commandes en ligne, on t'arnaque. Parfois aussi, ça ne vient pas en ta taille. Parfois, c'est ta taille, mais ça ne te rentre pas. Donc, je voulais que les Ivoiriens aient le stock ici, sur place. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé sur un parasol, après dans un conteneur de 2 mètres carrés.
Et puis par la suite, un petit magasin. Et aujourd'hui, nous sommes devenus une structure d'entreprise. Samira, la gare du Tchad. 5 années plus tard, grâce à son courage, sa détermination et son abnégation, Awa est à la tête de 2 boutiques qui ont pignon sur rue. Après avoir préparé ses colis, cap sur sa 2e boutique à quelques 500 mètres. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a des gens qui sont un compte social aujourd'hui? Awa doit y apprêter un autre type de paquet, les kits sociaux. Très souvent sollicité par des jeunes et des femmes issus de milieux défavorisés, l'entrepreneur a mis en place un système de financement particulier qu'elle nomme MGA Finance. C'est un kit qui finance des personnes qui n'ont vraiment pas d'argent. Tu n'as même pas 5 francs sur toi. Tu viens, on te donne la marchandise de ton 5 000, tu t'en vends et puis tu viens rembourser. Grâce à cette aide, Awa participe à sortir plusieurs familles de la précarité. Avant, je l'avais habillé. Quand cette est venue, il a expliqué mon problème à cette tour. Cette est venue, il a expliqué mon problème. Elle m'a envoyé chez Awa. Aujourd'hui, ça va. Il a pris quelque chose de 50 000, mais aujourd'hui, il peut prendre bagage même de 1 million. En tout cas, aujourd'hui, ça va. J'ai un magasin même aujourd'hui, ça va. Dans la rue, mais souvent, il peut dormir dehors. Allez là, il arrive à ramener un peu d'argent à la maison, au village, à ma maman, à mes petites soeurs qui sont sur la maison, qui leur donnent un peu d'argent. Pour ces femmes et jeunes, Awa est l'espoir d'un nouveau départ. Moi, au début, quand j'ai commencé, sincèrement, je n'avais rien. Premier jour même quand je suis venu prendre bagage, quand je partais, il n'y avait pas caché. C'est elle-même qui m'a donné transport. Quand je partais. Mais aujourd'hui, s'il y a un problème de 500 000, moi, je peux régler. Modèle de discipline, de travail et d'union dans une Côte d'Ivoire qui se veut solidaire, Awa Diallo est un entrepreneur inspirant qui démontre qu'à force de travail, l'on peut transformer ses rêves en réalité. Son nouvel objectif est d'aider encore plus de jeunes et femmes à être indépendants financièrement. Voilà, Awa Diallo, un visage de la Côte d'Ivoire solidaire, sujet signé, je vous le disais, Alexis Ouedraogo, Anel de Crisa, Aziz Ganiyou. On en vient à l'actu, en bref, de ce lundi qui nous conduit tout d'abord au Brésil, où s'est ouvert le sommet du G20. Nous irons à New Delhi, en Inde, où les populations sont confrontées à une pollution atmosphérique sans précédent. Et enfin en France, le musicien Charles Dumont a tiré sa révérence. Alexis Ouedraogo. Le G20 réunit depuis ce lundi les chefs d'État les plus influents du monde à Rio de Janeiro au Brésil. Ils vont discuter de la réforme de la gouvernance mondiale, mais aussi de nouvelles ressources pour financer le développement et la transition énergétique. Dans un contexte économique et international très tendu, le président brésilien, hôte du sommet, va tenter de faire avancer les projets de la taxation mondiale des multinationales et la taxation des milliardaires. La pollution atmosphérique a atteint lundi un nouveau pic inquiétant dans la capitale indienne New Delhi. Noyée dans un brouillard aussi opaque que toxique, elle a contraint les autorités à fermer la plupart des écoles. La mégalopole de 30 millions d'habitants est confrontée chaque hiver à des épisodes d'hyperpollution causés par les fumées d'usines, trafic routier et brûlis agricoles. Le musicien Charles Dumont, à l'origine du légendaire « Je ne regrette rien » d'Edith Piaf, est décédé dans la nuit de dimanche à lundi à Paris des suites d'une longue maladie à son domicile. Il était âgé de 95 ans. Non, rien de rien. Ajoutons que les Gabonais ont voté massivement pour le oui au référendum constitutionnel du samedi 16 novembre. Selon le ministre gabonais de l'Intérieur, Herman Mungo, 91,80% des votants ont voté pour la nouvelle constitution contre 8,20% pour le non, a-t-il annoncé hier dimanche 17 novembre au soir. Le taux de participation est de 53,54%. Et puis, vous le savez, les dirigeants des pays du G20 se réunissent à Rio du lundi au mardi 19 novembre pour discuter de la réforme de la gouvernance mondiale, mais aussi de nouvelles ressources pour financer le développement et la transition énergétique.
Dans un contexte économique et international très tendu, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, hôte du sommet, va tenter de faire avancer les projets de taxation mondiale des multinationales et de taxation des milliardaires. Point final, excellente nuit, Dieu nous garde, bonsoir.